suis désolé, il va falloir que tu coupes tout ça parce que je cherche. Je fais surtout les cours sur les revues systématiques. Soit ils font de la collecte de données, donc tu pourrais faire une étude de mesure de pression, des Oui. machins comme ça, mais il y en a très peu qui le font parce que c'est quand même super dur. Soit tu peux faire une enquête et puis après des collectes de données type secondaire, donc genre bibliographique, quoi, tu vois, donc revues systématiques, scoping reviews. Cette année, pour la première année, on fait des blogs qui doivent être evidence-based blogs. Voilà, ce genre de choses. En fait, une semaine type pour moi, c'est 3 jours académiques, 2 jours de clinique. Mes jours académiques, c'est du face-à-face avec les étudiants pour les superviser pour leur master, puis également une réunion en général hebdomadaire avec un doctorant que je supervise. C'est discuter avec mes collègues, on est tous dans la même salle et donc on discute de façon un peu informelle de différents projets sur lesquels on bosse. C'est chercher des fonds pour pouvoir faire de la recherche de façon un peu indépendante, organiser tout ce qui va être l'enseignement, le comité éthique, les différentes étapes de la recherche, que ce soit donc au tout début du développement, au niveau de rechercher des fonds, après avoir une autorisation éthique, ensuite pouvoir faire le recrutement et puis ensuite le déroulement, l'écriture et puis tous les processus qui sont liés à la publication et tout ça. Et grosso modo, c'est ça qui remplit une semaine, quoi, avec les réunions, plein de réunions avec les différents participants de ces différents trucs. Et donc, j'ai 2 jours d'activité libérale dans un cabinet à côté de là où j'habite, où je travaille avec une collègue. Et donc, c'est un cabinet assez classique, quoi, où je vois des patients de tout âge, surtout pour des troubles musculo-squelettiques. Une grande partie sont des patients qui payent par eux-mêmes les honoraires. Et j'ai peut-être 10% de mes patients qui sont financés par des assurances lorsqu'ils ont eu des accidents de voiture. On a un gros projet sur 3 ans sur les céphalées et les migraines qui a été financé par le Osteopathic Foundation, où on a fini donc une enquête de compétences et connaissances des ostéopathes sur les céphalées et puis les migraines. De là, on est en train de monter en ce moment une formation en e-learning et la prochaine étape sera donc en septembre 2021 où on va tester l'efficacité de ce programme pour améliorer les compétences diagnostiques et de triage des ostéos. Donc ça, c'est un gros projet sur lequel je bosse en ce moment. Un autre projet également financé par la même structure. Donc un autre projet sur lequel je bosse en ce moment, qui a été également un projet de 3 ans qui est également financé par la même structure, est d'évaluer en fait l'efficacité d'un traitement ostéo pour les patients lombalgiques chroniques et voir en fait les variables au niveau douleur, mais surtout des comportements des patients et voir à quel point ils répondent aux différentes composantes du traitement ostéo. Ça s'appelle un SCED, ce qu'on a utilisé comme méthode, qui est une méthode qui est relativement peu employée en ostéo, mais qui commence à être beaucoup employée en psychologie, en physiothérapie, donc kinésithérapie. Et ça permet en fait de regarder surtout les comportements des patients. Donc nous, un des outils qu'on va utiliser, c'est le PSFS, qui est un outil qui permet de mesurer les activités que les patients valorisent et à quel point ils arrivent ou ils n'arrivent pas à les faire. Et donc on essaye de voir en fonction du traitement à quel point en fait les patients arrivent à s'améliorer sur leur fonction par rapport à ces choses-là. Et puis, on va utiliser les autres instruments un peu classiques pour mesurer au niveau psychosocial, au niveau incapacité fonctionnelle, au niveau de la douleur et tous ces machins-là. Depuis quelques semaines, je bosse sur une recherche de fonds pour faire un projet sur la communauté LGBT, donc pour les patients LGBT qui consultent les ostéos et pour les étudiants LGBT qui se forment à l'ostéo et essayer de comprendre un peu leur expérience pour les étudiants, en fait, quelle est leur expérience de se former, parce qu'on sait qu'en fait, malheureusement, c'est une population à risque. Aux États-Unis, ils sont quasiment à 3 fois plus à risque de faire des burn-out. En Angleterre, d'un point de vue général, pas en ostéo, mais dans les universités, c'est une communauté qui est abusée verbalement et physiquement de façon énorme et qui rapporte très peu les abus qu'ils reçoivent.
Donc, en fait, on ne sait pas du tout ce qu'il en est en ostéo, en tout cas en Angleterre. Et donc, c'est essayer de faire un peu le point sur ça. Et puis, en parallèle, essayer de comprendre un peu quelle est la littératie des étudiants en ostéo de la prise en charge des patients LGBT. Donc ça, c'est un des gros projets sur lequel je bosse en ce moment. Puis un autre projet, en fait, en ce moment, c'est pas d'un point de vue recherche, mais au niveau formation continue, où avec une collègue, on est en train de monter une formation qu'on va donner en France, avec Cookie d'ailleurs, sur la réflexivité en pratique, qui est un outil qui, moi, a complètement transformé ma pratique clinique. Ça m'a permis de concevoir des croyances que j'avais dans ma pratique qui n'étaient pas si claires que ça, en fait, et j'ai réussi à m'en rendre compte grâce à ça. Et le but, voilà, c'est d'essayer d'offrir une forme de soutien aux praticiens qui peuvent avoir des difficultés, que ce soit au niveau de la prise en charge, au niveau de la relation thérapeutique, au niveau de la relation à l'argent avec le soin et toutes ces choses-là. Et voilà, donc on espère pouvoir la délivrer au printemps. Mercredi, en fait, on va discuter un peu de la recherche en ostéo. Est-ce que c'est quelque chose qui est faisable? Est-ce qu'on a des outils qui sont utiles pour nous en ostéo? Et puis, quelles sont les différentes étapes auxquelles on peut s'attendre? Donc, pour ça, on va utiliser un peu la littérature, ce qui existe en ostéo, les différents articles qui ont été publiés. On regardera des bons exemples, des moins bons exemples qui existent pour essayer de comprendre un peu comment est-ce que les ressources peuvent être maximisées du fait qu'il n'y ait pas beaucoup de chercheurs, il n'y ait pas beaucoup de financement et essayer d'avoir le maximum de bons résultats avec le peu qu'on a.